Et bonsoir Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir. Vous êtes en train d'halluciner. Moi, j'ai regardé le match avec intérêt. Vous êtes, comme on dit, le patron des patrons, le président du MEDEF. Vous avez chanté ce matin avec Emmanuel Macron à l'Élysée? Non. C'était pas l'ambiance. Travailler, c'était une ambiance sérieuse pour essayer de répondre à d'autres sujets que celui de la retraite, puisque... on a bien compris que la retraite était terminée dans l'optique du président. Alors, c'est pas terminé, on va parler des seniors. Mais globalement, l'idée, c'était essayer de voir s'il y avait de quoi négocier, puisque cette réforme, elle a été faite de la manière que vous savez, donc elle n'est pas passée par les partenaires sociaux, en tout cas en termes de négociation. Dans le même temps, personne n'a beaucoup parlé, mais on a signé 2 accords, dont un assez important sur le partage de la valeur. On l'a fait... j'allais dire presque dans la discrétion, sans fureur, sans bruit, sans éclat de voix. On va en parler évidemment, et on parlera aussi... Pardon, juste pour finir, et du coup, on est venu pour essayer de dire il y a peut-être une autre manière de faire les réformes suivantes. Alors justement, on va parler du partage de la valeur, on va parler des salaires, l'augmentation des salaires, on parlait de l'inflation juste avant que vous n'entriez sur ce plateau, et avant qu'on parle de la chanson. On va parler de tout ça, évidemment. Mais d'abord, il y avait une question que je posais tout à l'heure. Comment va le président? Vous qui l'avez vu, comment vous l'avez senti? Est-ce que vous l'avez senti ou trouvé changer? Je suis ni son toubib, ni son coach sportif. Non, évidemment. Je ne vais pas vous répondre sur comment il va. Mais vous le voyez plus souvent que nous. Non, moi j'ai vu... Bon, je sais pas. J'ai vu un président qui était... J'ai vu un président qui a envie de réformer le pays, qui, je pense, a entendu que la méthode pour une réforme qui est très difficile n'est peut-être pas la bonne et qui est prêt à changer de méthode, donc à tester, j'allais dire, l'expérience partenaires sociaux, ce qui est ni dans sa culture, ni dans la culture du pays. Mais vous l'avez senti... Pardon. Vous l'avez senti affecté par ces presque 3 mois de crise ou tout aussi déterminé? Encore une fois, je suis ni toubib ni psychanalyste, donc je peux pas vous répondre. Moi, je suis venu pour dire, écoutez, il y a un chemin différent, testons-le ensemble. Ouais. Alors, les syndicats étaient pas là, mais bon, moi j'ai gardé la ligne ouverte avec. Vous dites carrément, il faut qu'il change de méthode. Il faut qu'il change de méthode. C'est ce que vous dites dans en tous tout les cas interviews. Pour les réformes suivantes. Oui, parce que je pense c'est une injonction, quoi. Une injonction. Une injonction, c'est une proposition. Je pense qu'il y a un autre chemin possible. Attendez, pour être clair, on n'aurait pas réussi la réforme des retraites entre partenaires sociaux, parce que Laurent Berger et le MEDEF et moi, on avait une vue différente. Oui, ça n'aurait pas marché non plus entre vous. Non, et ça n'aurait pas marché. Donc, on n'est pas là pour dire il aurait fallu faire. On dit pour d'autres sujets peut-être moins difficiles, il y a peut-être une autre méthode qui prend du temps. Et donc, ce qu'on a entendu ce matin, c'est 2 choses nouvelles. 1, j'ai envie de passer par les partenaires sociaux. C'est un certain nombre de sujets, on pourra en parler. Et 2, qui est très nouveau, je suis prêt à attendre. Alors ce ne sera pas 100 jours. Non. Et il y a même un mot. Parce qu'il y avait l'histoire des 100 jours hier qui est tellement perturbant. Voilà. Et il y a même un mot qui est apparu dans son langage, c'est négociation. Depuis hier soir. Oui. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas employé le mot. Ça prend du temps. Nous, on ne sait pas faire. On a mis 7 mois pour accoucher, de cette expression de partage de la valeur, 9 mois pour le texte qu'on a signé, qu'on a proposé la signature mardi sur la transition écologique en entreprise, parce que on part sur des points de vue assez loin. Il y a 5 organisations syndicales, il y a 3 organisations patronales. Tout ça prend du temps. Tout le monde se rapproche. Donc c'est un peu long. C'est plutôt à l'allemande, en fait. Mais là, il voulait de l'argent vite, le président. Il a fait cette réforme parce qu'il avait besoin d'argent dès septembre, en réalité. Encore une fois, je ne suis pas sur la réforme des retraites. Je suis sur ce qu'on peut faire maintenant pour essayer à la fois de faire avancer le pays, et puis quand même un peu d'apaiser. C'est vrai que si on arrive à un texte de loi, ou en tout cas un texte qui arrive à l'Assemblée nationale, qui a été signé par les organisations syndicales, par les organisations patronales, je pense que dans le contexte actuel, ça a plus de valeur. Mais vous je dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais ça a plus de valeur que les éclats de voix, les insultes et les trucs qu'on voit à l'Assemblée. Mais vous y croyez justement, Geoffroy Roux de Bézieux, parce que c'est pas la première fois en fait que le président de la République pose cette idée d'une nouvelle méthode en disant il y a eu les prémices de poser des regrets hier, mais c'est pas la première fois qu'il pose ça. Écoutez, là, en tout cas, c'était très concret. Parce qu'il nous a dit, vous avez jusqu'à la fin de l'année. Bon, ça laisse donc 6 mois et demi, 7 mois, 8 mois. Ça, c'est parce que vous lui avez dit 3 mois, c'est un peu court. Je dis qu'en 100 jours, on ne savait pas faire. Voilà. Deuxièmement, on a évoqué, pour parler des sujets concrets. Nous, on n'est pas prêt à négocier sur tout. Ne laissez pas la peine que la CFDT et le MEDEF, ou les autres syndicats d'ailleurs, se mettent dans une ornière sur des trucs sur lesquels on a des vues très opposées. Donc, par exemple, Laurent Berger, hier soir, sur votre antenne, j'ai vu, l'ambiance était un peu chaude, mais il a fait sa liste de courses, pardon de dire ça comme ça, qui, à la limite, je comprends tout à fait. Nous, on ne négociera pas sur le retour des ordonnances de 2017. Parce que pour nous, c'est pas un sujet sur lequel on peut arriver.
Par contre, sur les seniors, Macron, puisqu'il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel, sur les seniors, on est prêt à y aller. Mais alors là, Jean-François Bézieux, on va essayer d'être le plus concret possible. Ouais. Hier, Emmanuel Macron nous dit, et vous a dit, et sans doute répété ce matin à l'Élysée, qu'il voulait un nouveau pacte de la vie au travail. Vous lui dites, banco, on va négocier autour de ça. Non, j'ai pas dit banco sur le pacte. Moi, je sais pas ce que c'est, ce pacte. Bah voilà, parce que j'allais vous demander ça. J'ai dit banco. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? J'ai dit banco sur des sujets précis, sur lesquels on va interagir avec les syndicats dans les semaines qui viennent et même dans les jours qui viennent pour voir s'il y a matière à négocier. Mais moi, le pacte du mieux vivre, je sais pas, de vivre au travail, c'est mieux vivre au travail et vivre mieux de son travail. Bon. C'est ce que disait le président hier. Sur quoi on est prêt à négocier, pour répondre plus concrètement? On est prêt à négocier sur l'emploi des seniors. D'abord parce qu'il y a des dispositifs qui ont été censurés, donc il faut rediscuter. L'index puis senior. globalement, si on fait une réforme des retraites, forcément, nous, on a une responsabilité vis-à-vis des seniors. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à faire là-dessus sur les seniors? Je ne vais pas vous donner nos positions de négociation avant d'avoir même commencé le premier rendez-vous. Non, je suis ça permettait d'avoir un point de départ. Non, mais sinon, je vais vous donner le point d'arrivée et je ne vais sûrement pas vous le donner. Non, mais surtout à BFM TV. Mais par exemple, l'index senior, vous étiez prêt ou c'était déjà une limite pour vous? Non, l'index senior, attendez, si on rentre dans les détails, mais je préférais juste, si ça vous ennuie pas, donner les grandes têtes de chapitre, puis après on revient dans... Allez-y. Donc, avec on est seniors, prêt sur les seniors, pas les seniors, l'emploi des seniors au sens large. Mais ça va assez loin, parce que ça va aussi, ou comment on fait pour réembaucher les seniors à 60 ans quand on ne sait pas à quel âge ils vont partir. Enfin, il y a plein de sujets assez complexes. Ensuite, le deuxième chapitre, qui est une demande de la Première ministre, cette fois, c'est autour des parcours dans l'entreprise, avec deux sujets un peu différents. Le premier, c'est les promotions. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'ascenseur social... Le fait de passer d'un échelon à l'autre est en panne. On a vu d'ailleurs dans les carrières longues des gens qui ont commencé à travailler à 17-18 ans qui sont cadres à la fin de leur carrière. Ces parcours-là, qui étaient les parcours des années 80, je pense qu'ils n'existent plus, donc on a un sujet chez nous. Il faut d'abord le dimensionner. Puis deuxième volet, plus compliqué, aujourd'hui ce qu'on constate, nous, c'est des refus de promotion. Entre 1 SMIC et 2 SMIC, à cause de la prime d'activité et des différentes aides, quand vous augmentez le salaire, en gros, je fais une moyenne de 100 €, en réalité, il reste 30 € dans la poche du salarié. Les gens vous disent, c'est bon, moi, j'ai pas envie de... Donc des salariés vous disent, on veut pas... Oui, parce qu'on plus de responsabilité. Post Gilets jaunes, il y a eu cette augmentation forte de la prime d'activité. On a socialisé une partie des salaires et on comprend pourquoi. Mais il y a des défauts assez majeurs. Alors évidemment, la solution n'est pas de supprimer brutalement la prime d'activité, parce que... Mais je pense quand même qu'il y a un sujet... D'augmenter les salaires. Non, mais alors, on va parler des salaires dans 2 minutes, j'y arrive. C'est chapitre 3. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est pas tellement l'argent qui est le problème, c'est plus aussi le rapport au travail, c'est-à-dire plus de responsabilité, non, j'ai pas dit ça. monter dans la hiérarchie. Oui, mais parce que justement, le gain, c'est le gain financier par rapport, à la quantité de responsabilité et pas un bon rapport qualité-prix, en quelque sorte. Troisième sujet, alors qui est un sujet plus lointain mais très important, c'est les transitions professionnelles, avec un âge de la retraite qui va plus loin, avec des métiers qui bougent. Comment vous faites pour faire passer des gens d'un sujet? On a en fait fait une négociation, alors c'est tout le paradoxe, il y a 3 ans, le dispositif a été repris par le précédent gouvernement, c'est un échec flagrant, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait pour faire passer des gens? Il y a eu un essai, Monoprix, chez Korian. Monoprix avait besoin de moins de salariés, Korian avait besoin de recruter. Ça marche pas. Comment on fait? Donc voilà, c'est les 3. Là-dessus, vous êtes prêt à négocier. Alors sur les salaires, parce que vous allez me poser la question des salaires, donc je vais quand même parler des salaires. Les salaires, on va en parler. Vous avez une grosse pression sur les salaires. J'ai un petit jeu pour vous. Qui a dit il est temps de dire aux forces du capital, d'augmenter les salaires? Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, bonne réponse. Les forces du capital. Qu'est-ce que je gagne? Pardon, mais Gérald Darmanin est en train de se transformer en porte-parole de la NPA, ou à peu près. Il parle vraiment... Macron avait utilisé aussi un slogan du NPA. Mais les forces du capital, pour qu'on en vienne à vous dire, à vous, que vous êtes devenus les forces du capital, d'abord, et qu'il va falloir bosser sur les salaires. Les forces du capital. Bon, par contre, si vous me dites il faut que les patrons augmentent les salaires, ils l'ont fait. Alors pas assez, mais ils l'ont fait. On n'a pas de chiffres complètement statistiques, mais les augmentations du début d'année, parce que chaque année, il y a les NAO, on est en moyenne, c'est une moyenne évidemment autour de 4, 4,5, plus des primes, ce qui matche l'inflation à 6. Le problème, c'est qu'en fait, pour des gens qui sont en dessous de 2 000 €, l'inflation, en tout cas, elle est plutôt... Moi, j'avais des chiffres, je ferai mesure un peu en dessous, j'avais 3,8% pour 2022, avec une inflation... Non, je parle des augmentations qui ont été faites en 2023. Là, on n'est pas sur les mêmes sources, on est sur le passé 2022-2023.
Mais il n'empêche qu'effectivement, pour des gens qui sont en dessous de 2 millions, c'est compliqué. Le problème, c'est quoi? C'est que les entreprises dont vous parlez, elles ont aussi une inflation de matières premières, des marges qui se réduisent. Donc, en fait, à un moment, le système se bloque. Mais le gouvernement vous dit que c'est à vous de bosser. Le gouvernement dit que c'est à vous de bosser. Entre parenthèses, ces augmentations de salaire, elles vont se transformer en inflation. Oui, par construction. Oui. Puisque dans beaucoup de secteurs, le salaire, enfin en tout cas dans les secteurs de services, le salaire évidemment est le facteur de production important. Et donc tout ça, ça nourrit l'inflation. Donc il faut être aussi. Mais il y a un cercle vicieux. Geoffroy Roux de Bézieux, d'ailleurs, nos voisins, que ce soit notamment les Belges, en fait, ont arrêté cette indexation automatique. Ah non, ils l'ont pas arrêté. Ah bah si, ils l'ont arrêté. Ici, le débat était. Non, ils en débattent, mais ils l'ont pas arrêté. Mais c'est pas grave. Bah, enfin, ils ont un gros problème avec l'indexation automatique. Quoi qu'il en soit, on voit bien aussi que c'est des réalités différentes. On a eu les débats autour des super profits, des entreprises cotées notamment, ou des entreprises qui sont sur les filières énergétiques, etc. Comment est-ce que on peut d'un côté traiter de manière générale une augmentation de salaire quand vous avez des réalités extrêmement différentes entre des artisans, des commerçants, des petites filières industrielles et de l'autre. Vous me demandez ce qu'ont fait les entreprises. Je peux vous répondre qu'avec une moyenne. Ouais. Après, il y a des écarts. Les grandes entreprises ont plutôt fait beaucoup plus. Si vous prenez super profit total, plutôt autour de 7%, plus tout ce qui est participation, intéressement. Et donc, les salariés des grandes entreprises sont plutôt mieux lotis. Et effectivement, dans les PME, ça dépend des secteurs, celles qui ont souffert notamment de l'énergie, trouvent en difficulté. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, mais il y a une limite. C'est qu'à un moment, on ne peut donner que. Oui, mais alors justement, je me mets à la place juste pour répondre à la question sur les salaires. Ce qu'on a dit au président de la République, c'est sur les salaires, on ne peut pas. Ça ne veut rien dire de faire un grand Grenelle des salaires comme on faisait dans les années 68, parce que, vous l'avez dit d'ailleurs, les situations sont très hétérogènes et que les salaires, ça se négocie dans les entreprises. Il y a un sujet sur lequel il faut qu'on travaille, qui est les minima de branche, alors qui ne correspondent pas à des salaires réels, puisque vous savez qu'on est rattrapé, entre guillemets, par le SMIC. Pourquoi? Parce que le SMIC augmente maintenant 3 fois par an, et donc les branches, elles courent derrière. Donc à chaque fois que le SMIC augmente, il faut augmenter les minima de branche, et il y a 3, 4, 5, 6 mois de négociation, et donc il y a un système de course. Et ça, Emmanuel Macron avait déjà d'ailleurs appelé les entreprises à faire. Oui, mais c'est pas les entreprises, c'est les branches. C'est les branches, c'est pas les entreprises. Mais au fond, c'est plus une question de logistique, en quelque sorte, presque. C'est-à-dire la capacité à négocier plus vite que de fond. Ça ne change rien pour le pouvoir d'achat des gens qui, de toute façon. Dernier point sur les salaires, on n'est pas indexé en France, mais le SMIC est indexé. Et donc ça crée un écrasement des hiérarchies de salaire. Le SMIC rattrape des autres salaires. Bien sûr, parce que les très bas salaires en France ont été très protégés de l'inflation. Et tant mieux, par l'augmentation du SMIC. Mais du coup, évidemment, les gens juste au-dessous. Mais c'est ça, justement, ils sont juste au-dessus. Oui. Justement, Geoffroy Roux de Bézieux, je me mets à la place de celles et ceux qui nous regardent ce soir, qui ont dans leur télé le patron des patrons, qui se disent il y a des négociations qui vont s'ouvrir entre patronat et plutôt déjà ouvertes, parce que c'est début d'année. Bien sûr, mais vous parlez de négociations plus larges. Qu'est-ce que vous avez à leur dire très concrètement, à leur offrir très concrètement comme chemin, justement pour aller vers des hausses de salaire? Parce que eux voient bien, qu'il y a un écart, et on le disait, entre l'inflation et leur hausse de salaire. Mais c'est pas le patron des patrons, j'aime pas tellement l'expression, qui peut, entre guillemets, offrir, comme vous dites, les négociations se passent dans les entreprises en fonction de la situation de chaque entreprise. Si vous êtes boulanger, si vous êtes salarié d'une boulangerie qui a subi les hausses de l'énergie, qui a eu beaucoup de difficultés, c'est pas la même chose que si vous êtes effectivement dans une presse énergétique qui a fait une très bonne année en 2022. Donc, je ne peux pas répondre au niveau national. Nous, on va négocier, comme je vous l'ai dit, sur d'autres sujets qui sont aussi importants pour les Français, notamment l'emploi des seniors. Sur les salaires, il n'y a plus de négociation nationale. C'est pas envisageable. Et sur parce que c'est un autre sujet dont on a beaucoup parlé pendant la réforme des retraites, il y a l'emploi des seniors et il y a ce que la gauche, d'ailleurs, avance comme argument, qui est l'égalité salariale homme-femme. Là, sur ce point-là, vous, en tant que patron du MEDEF et pour les entreprises privées, il y a un vrai rattrapage à faire aujourd'hui qui n'est toujours pas fait. Vous savez qu'il y a... Non, il n'est pas toujours pas fait. Vous savez qu'il y a un index qui est une réussite qu'on a soutenu. Non, ne me dites pas oui. Mais qui est peu contraignant. Mais il est super contraignant, vous plaisantez. Vous l'avez vu l'index, vous l'avez regardé? Oui, ne dites pas qu'il n'est pas contraignant. Il est peu. Mais bien sûr que si. Pardon, bien sûr que si, il est contraignant. Et d'ailleurs, il a permis à beaucoup d'entreprises de se rendre compte de ce qu'elles faisaient, j'allais dire sans le savoir, notamment sur les augmentations générales des femmes en retour de maternité, etc., etc. Donc il est en train de faire rattraper à toute vitesse, je vous assure, regardez les chiffres, à toute vitesse,
l'écart homme-femme. Donc ça, c'est en cours, ça date de 3 ans maintenant, oui, c'est la 3e année, je crois, je me trompe pas, et on est en train de rattraper ça à toute vitesse. Bon, mais ça résoudra pas tous les problèmes. La ligne d'arrivée, elle est quand? Parce que vous dites, ça fait 3 ans qu'on est sur ces négociations. En fait, le curseur monte chaque année. C'est assez compliqué parce qu'il y a 5 indices. Alors, d'accord, mais ça sera la parité en France. Les associations féministes disent qu'en fait, à ce rythme-là, on en a pour 100 ans. Mais c'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Le premier curseur était, je crois, je me souviens plus, sur 100 à 70. L'année suivante, c'est 80, 85. Et on arrive. Donc là, c'est une affaire d'année. Et honnêtement, c'est un très bon système. On l'a négocié pied à pied. D'ailleurs, voilà un exemple de négociation tripartite, cette fois avec le gouvernement, qui a fonctionné. Donc ça fonctionne. Donc je pense que c'est un problème, j'allais dire, en voie de disparition. Alors, le problème des seniors, par contre, est beaucoup plus compliqué parce qu'il est multifactoriel. Après, sur les femmes, il y a encore un autre sujet qui est le temps partiel, notamment. Enfin, il y a aussi la qualité des contrats, la qualité des emplois qui conduit à avoir ce type d'écart. Qu'est-ce qui se passe depuis 1 an et demi, enfin depuis le Covid en fait, à votre avis? Ah ben, vous allez me le dire. C'est la part des CDI qui augmente très fortement. Pourquoi? Parce qu'on a complètement inversé le marché de l'emploi. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les employeurs qui cherchent... dans énormément de... Alors, c'est pas vrai partout, c'est pas vrai dans toutes les géries, mais on a inversé... Soyons clairs, on parle de combien? 500 000 postes non pourvus, on est un peu... Mais je ne vous parle pas des postes non pourvus, je vous parle du rapport de force entre employeurs et employés. Pendant 30 ans, on a connu, pour des raisons démographiques d'ailleurs, un chômage de masse et donc un rapport de force, un marché du travail qui était en faveur de l'employeur. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Vous demandez à un transporteur aujourd'hui, ils ont pourtant augmenté leur minima de, je crois, de 16%, quelque chose comme ça. Un transporteur qui cherche des chauffeurs routiers, mais quand il y a un chauffeur routier qui se présente, mais les gens descendent. Moi, j'ai à mon conseil exécutif une femme formidable qui dirige les transports Grenin à Nevers. Je ne sais pas si elle nous écoute, Elisabeth. Elle nous racontait il y a un mois que quand il y a un chauffeur routier qui se présente pour un emploi, elle lâche tout, elle arrête sa réunion, elle descend avec un café pour essayer de la convaincre. Donc, je dis pas que c'est vrai partout, mais... Justement, quels sont, parce que vous aviez déjà cité cet exemple des transporteurs routiers, quels sont les autres exemples où il y a une inversion déjà du rapport de force? Dans beaucoup d'endroits, la restauration, qui a pourtant fait des efforts aussi sur les horaires, vous voyez, sur les trucs, n'arrive pas à recruter. Enfin, vous le voyez bien, il y a les restaurants qui ferment. Mais ce qui pose la question de la pénibilité, qui était justement aussi au cœur de cette réforme. Pas tellement la pénibilité, les conditions de travail. C'est plutôt les horaires. Et les conditions de travail. Mais bien sûr, mais à un moment, si vous voulez... Je suis désolé, les clients viennent au restaurant le week-end. Donc, ils viennent le soir et à midi. Le problème, c'est de trouver des gens qui veulent travailler le week-end. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il y a une activité, vous ne pouvez pas complètement transformer le truc. Donc, juste pour répondre sur les temps partiels, là aussi, c'est en train de s'inverser. La proportion de CDI, dans les nouvelles embauches, le président a parlé d'1 700 000 emplois, dans ces emplois créés depuis le Covid, la part des CDI est en augmentation. Donc, les choses sont en train de changer. Autant, vous voyez, vous me demandez sur l'emploi des seniors, je vous dis, on a un vrai problème, et honnêtement, pas facile, parce que c'est compliqué. Autant sur le reste, je pense que les choses sont en train de bouger. Geoffroy Roux Bézieux, juste, je voudrais revenir en arrière sur la réforme des retraites. Je ne sais pas si vous avez perdu la voix pendant cette période, mais on vous a très peu entendu. Alors, est-ce que vous ne vouliez pas gêner le gouvernement et donc ajouter la voix du MEDEF, ou est-ce qu'au fond... Mais vous savez, c'était pas vraiment votre sujet. Non, j'ai fait autant de médias. On a même dit que vous en vouliez peut-être pas de la réforme. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai fait autant de médias. Simplement, c'était le temps des syndicalistes. Je veux dire, quand vous avez matin, midi et soir des leaders syndicaux, avec la voix du patronat disparaît, parce que c'est quand même plus intéressant d'avoir des gens sur le gouvernement qui manifestent. Vous avez aussi une responsabilité. Vous auriez pu être en renfort du gouvernement. Vous disiez qu'il n'y avait pas d'urgence. Au moment où la réforme a été lancée, à l'automne, vous aviez dit que c'était pas la réforme la plus urgente. Pas du tout. J'ai dit qu'il faut d'abord faire la réforme de l'assurance chômage, qui est plus urgente, ce qui a été fait, et ensuite la réforme des retraites. Donc, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Donc, voilà. Pour faire cette réforme des retraites, vous y êtes favorable. Oui, bien sûr, on y est favorable. Elle est douloureuse, elle est compliquée. Elle est douloureuse dans tous les pays, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on entend sur les plateaux. Tous les gouvernements qui ont réformé les retraites dans tous les pays européens ont perdu les élections dans l'élection suivante. Parce que le pourcentage de gens qui ne veulent pas travailler... En France, c'est le cas en général aussi. Oui, en France aussi. Non, mais je ne dis pas que c'est différent. Parce que la majorité de nos concitoyens n'a pas envie de travailler 1, 2 ou 3 années de plus. Mais il faut la faire parce que la seule manière de créer des richesses, vous avez vu, peut-être que vous n'avez pas vu cette étude qui montre que le déficit des retraites est plus élevé que prévu et que par contre la réforme va rapporter plus que prévu parce qu'on avait oublié de compter tout ce que ça rapportait dans les autres systèmes sociaux. On en parlera tout à l'heure de cette étude effectivement qui est parue aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure avec notre invité suivant qui est Mickaël Zemmour, l'économiste qu'on a beaucoup entendu sur les retraites et on l'entendra aussi là-dessus ce soir. Moi je voudrais qu'on reparle d'emploi. Simplement, Emmanuel Macron a un objectif en tête, c'est le plein emploi. C'est-à-dire aujourd'hui on est autour de 7% de chômage. Le président a 5% en tête pour 2027. Comment on y arrive? Déjà, c'est pas un objectif qui peut paraître,
je veux dire, impossible. Pourquoi? Parce que plein de pays voisins comparables ont ce type de... L'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, le Pays-Bas sont à 4 ou 5%. Et ça représente à peu près 700 000 emplois supplémentaires. On en a créé 1 700 000. Donc, les chiffres paraissent pas impossibles. La difficulté qu'on a en France, c'est qu'on est, quand on a 7% de chômage, avec les mêmes difficultés de recrutement que nos voisins avec 5%. C'est-à-dire que vous avez déjà les difficultés de recrutement alors qu'on est à 7%. Et quand on regarde bien les statistiques, on s'aperçoit que, en fait, le chômage, la baisse du chômage, elle a été plus forte dans les endroits où le chômage était déjà bas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, quand on a pris l'habitude dans une région, dans un département, dans un bassin d'emploi, de pas travailler, c'est beaucoup plus difficile de faire... Attendez, quand vous dites prendre l'habitude de ne pas travailler, vous rejetez la faute sur ceux qui ne travaillent pas? Non, quand on a pris l'habitude... Alors, l'expression est mauvaise, mais quand il y a un historique de gens qui n'ont pas travaillé pendant longtemps, parce que le chômage, il y a certaines régions, le chômage est à 13-14%, le faire redescendre pour des gens qui n'ont pas travaillé, qui n'ont plus l'habitude de travailler, qui n'ont plus la formation... Attendez, j'ai pas fini. Qui n'ont plus la formation, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, le problème qu'on va avoir collectivement, et là je pense que c'est un problème qui est ni patronal, ni syndical, ni de droite, ni de gauche, c'est comment on fait pour passer de 7 à 5, remettre les 2 millions de Français dans une logique de travail, formation, la mobilité. On oublie beaucoup la mobilité, mais la mobilité du quotidien comme la mobilité géographique. Donc c'est facile en chiffres, mais compliqué. Vous avez sans doute raison, parce que les économistes disent que le chômage ce qu'on dit, le chômage structurel serait plus supérieur en France que dans certains voisins, certains pays voisins. C'est pas acceptable. Après... Juste une question. Donc, vous êtes plutôt favorable à une dans la liste de courses du président hier soir, la réforme du RSA? Oui, en fait, alors, la réforme du RSA, c'est un morceau du truc. Il faut expliquer. En gros, et Gérald Darmanin a explicité ce qu'a dit aujourd'hui Emmanuel Macron. Gérald Darmanin, aujourd'hui, dit que, en gros, pour ceux qui sont au RSA et qui ne sont pas sur le chemin du retour vers l'emploi, qui ne veulent pas emprunter ce chemin du retour vers l'emploi, il faut qu'il y ait des sanctions. Le mot sanction est prononcé par le ministre de l'Intérieur. Ce que je comprends, mais on n'a pas eu encore la présidence, c'est l'idée de dire il faut que tous les gens qui sont au RSA soient inscrits à Pôle emploi ou à France Travail si ça change de nom. Ce qui me paraît du bon sens. Malheureusement, on ne devrait pas être au RSA à vie. Ça devrait être une situation temporaire. Vous savez qu'il y a des bassins d'emploi où il n'y a aucun emploi. Vous évoquiez la Nièvre. Mais non, mais dites pas ça. Non, ne dites pas ça. Il y a des zones madame, c'est fini. Non, mais ça, c'est les années 80. Non, pardon, ça n'existe plus. Aujourd'hui, moi, j'ai 120 MEDEF territoriaux. J'y vais une fois par semaine. Je ne vois pas un patron qui n'a pas un problème de recrutement. Donc ça, c'est fini. Mais est-ce que vous allez... Pardon. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. C'est mon invité, c'est vous qui posez les questions. Non, je vais finir. Comme j'ai pas fini, je vais finir quand même. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que oui, tous les demandeurs du RSA devaient être inscrits à Pôle emploi, à France Travail. Après, ce que je ne sais pas, et ce qui est peut-être difficile à dire, c'est quoi un chemin vers l'emploi? Voilà. Donc, si on refuse des formations à longueur de journée, si on refuse des jobs, oui, et c'est normal qu'on sanctionne. Ça existe chez Pôle emploi d'ailleurs. Vous êtes radié des allocations chômage quand vous refusez des offres cohérentes. Il faut que ce soit des offres cohérentes avec votre parcours. Voilà. Mais ce que je voulais dire, après j'écoute votre question, c'est que ça n'est pas le seul sujet. Quand on demande au patron pourquoi les gens ne viennent pas, il n'y a pas ce truc qu'on entend, les gens veulent plus bosser, ça c'est de la foutaise. Là, en réalité, c'est que il y a des tas de problèmes. Garde d'enfants, mobilité du quotidien, mobilité géographique, c'est un autre département ou un autre bassin d'emploi. Donc, il y a toute une série de sujets sur lesquels il faut travailler. Mais ça peut être une grande cause nationale quand même. Se dire qu'on peut faire travailler 2 millions de Français qui sont au RSA sur le plan, évidemment, des recettes fiscales, etc., mais de la dignité quand même. C'est des gens qui vont bosser au lieu de toucher un chèque et rester chez eux. Évidemment, tout le monde sera d'accord. Quoi qu'il en soit, vous le disiez à l'instant dans les MEDEF locaux, il y a aussi, en fait, de l'autre côté de ces MEDEF locaux, des patrons qui vous disent on a du mal à recruter, des gens qui vous disent aussi clairement que ce soit dans des zones rurales ou dites périphériques ou en quartier populaire où là, pour le coup, vous pouvez vous retrouver avec des taux de chômage de 40-50%, y compris chez des jeunes de moins de 30 ans, avec des gens qui vous disent mais la qualité des emplois, effectivement, face à des réalités qui sont les problèmes de mode de garde, les problèmes de mobilité, les problèmes aussi de qualité des offres d'emploi. Mais c'est quoi les qualités des offres d'emploi? Quand on vous propose en fait un emploi à mi-temps, à 30 km de chez vous, sur une plateforme logistique où vous allez être payé 850 € alors que vous n'avez pas de mode de garde, alors que vous commencez à 4 h du matin pour finir à midi. D'accord, donc c'est des problèmes de mobilité, c'est des problèmes de garde d'enfants. Et c'est des problèmes de qualité d'emploi. Mais attendez, la qualité d'emploi, on ne peut pas changer la qualité de l'emploi. C'est qu'en fait, à un moment, si vous voulez... Quand vous êtes au RSA, tout emploi est mieux que le RSA. Non, mais quand vous êtes
êtes une maman seule avec des enfants, à un moment, même si vous êtes... non, parce que si elle y va pour les 100 euros... Non, Madame Delga a mis en place en Occitanie vous avez fini. Tout à l'heure, je vais finir ma question, du coup. Oui, elle est parce longue. que elle est très longue, mais vous allez voir, ça va vite se finir. Donc, du coup, la question, c'est aussi comment est-ce que vous mettez en place, du côté des MEDEF et du côté du patronat, une réelle volonté d'offrir des emplois de qualité qui ne soient pas juste des choses que les gens ne veulent pas. C'est un mot de journaliste, ça veut rien dire. Les emplois, ils sont là. Les économistes l'utilisent. Non, pardon. Les emplois, ils sont là où on a besoin de gens. Donc oui, on a besoin de gens sur les plateformes d'Amazon. C'est pas déshonorant de travailler sur... Je suis pas fan d'Amazon. C'est pas déshonorant. La question, c'est effectivement, si c'est à 40 km ou 30 km et que le type ou la femme n'a pas de véhicule, qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Et c'est pour ça que je disais, ça n'est pas qu'un problème de RSA, c'est un problème global de faciliter l'emploi. Mais quand même, ça doit être une cause nationale. Monsieur Roux de Bézieux, il y a une question qui va revenir aussi sur la table, parce que le président en a parlé hier soir, c'est l'immigration. Quelle est la position du MEDEF sur les métiers en tension, ce titre de séjour que veut créer le gouvernement? Est-ce que vous êtes favorable? Parce qu'on sait qu'il y a un manque de main-d'œuvre à Paris, et donc c'est l'occasion de régulariser des sans-papiers sur des secteurs que, en gros, personne ne veut prendre. Écoutez, nous, on dit deux choses. D'abord, je l'ai dit, il y a quand même 2 millions de personnes en France qui devraient pouvoir travailler et qu'on peut employer. Donc, c'est quand même la priorité des priorités. Après, oui, il y a des... Alors, on appelle les sans-papiers. En fait, le sujet est un peu plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des papiers qu'ils ont montrés à leur patron, qui peuvent être des photocopies noir et blanc. Comme il n'y a aucun système de vérification avec ce qu'on appelle la DSN, la déclaration sociale nominative, vous mettez vous mettez une identité... Le patron ne peut pas savoir si l'identité a déjà été utilisée. Donc il y a un petit problème du côté de l'État qui n'est pas capable, au fond, de nous aider à vérifier si oui ou non, tant que patron, on embauche quelqu'un qui a le droit d'être là, etc. Donc il y a un système aujourd'hui qui est très compliqué et qui est très hétérogène suivant les départements, qui est la circulaire Valls, où on dit, en gros, vous pouvez venir au préfet, et le préfet va décider. Le préfet va décider si oui ou non on le régularise. Qu'on essaie d'harmoniser les choses me paraît légitime. Mais c'est pas au patron, pas aux employeurs de décider la politique migratoire de ce pays. Mais pour le développement économique de la France, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises doivent faire, en Allemagne par exemple, ça s'est beaucoup vu, faire appel aussi à une partie de travailleurs immigrés pour pouvoir des emplois. À court terme, si on à veut moyen terme, la croissance, l'emploi, le développement des entreprises, est-ce que l'immigration est nécessaire? On a besoin déjà de remettre ces France Travail et tout ce qu'on vient de discuter, les gens entre 5 et 7%, si j'ose dire, donc les 2 millions. Après, sur le long terme, c'est un peu la question que vous posez. Oui, si la démographie européenne, d'ailleurs, mais française, est ce qu'elle est, on a un sujet, parce qu'à un moment ou à un autre, on va avoir un problème de force disponible. Regardez ce qui se passe en Italie, la population active baisse. Donc ils ont un problème. Mais le débat, il doit commencer sur le régalien, ça doit être un consensus. Oui, mais... On a bien compris que vous ne vous mouillerez pas là-dessus. Non, mais c'est pas ça, c'est que nous, on n'est pas là pour décider de la politique migratoire. Vous voyez, si on nous dit employer des travailleurs étrangers, on saura les employer et on saura les intégrer, parce qu'il n'y a pas mieux que le travail pour s'intégrer, sur le plan de la langue, sur le plan, etc. Mais on ne peut pas dire... Le MEDEF décide que, parce qu'on n'est pas élu. Mais les métiers en tension, vous êtes d'accord? Les métiers en tension, vous êtes d'accord? On arrive au bout. J'ai une question encore à vous poser, Geoffroy Roux de Bézieux. On en parlait juste avant que vous n'arriviez en plateau. C'est l'inflation. Avec le gouvernement, et notamment le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui dit aujourd'hui les grands groupes industriels, ils vont devoir se remettre à négocier avec la grande distribution pour essayer de calmer l'inflation qui est en cours. Certains sont en train de se refaire des marges sur le dos des consommateurs. C'est ce que dit aujourd'hui Bruno Le Maire. Qu'est-ce que vous répondez au ministre? Je l'ai entendu ce matin sur RMC, oui, je crois. RMC, c'est la même maison. Il dit 2 choses. La première qui est juste, c'est que les matières premières commencent à baisser. Bon. Et il dit après, ils sont en train de se refaire des marges. Non, parce qu'ils n'ont pas répercuté immédiatement la hausse, puisqu'il a fallu négocier pendant des mois et des mois avec la grande distribution. Et donc les hausses de l'année dernière. Qu'il y ait des négociations à la baisse, c'est légitime. Mais accuser immédiatement les gens de faire des profits, je pense que c'est pas juste. Merci Geoffroy Roux de Bézieux d'être venu ce soir en direct dans 22h Max et d'avoir été face à l'équipe de 22h Max